Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Jean-Sébastien Ferjou. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir. C'était le jour. Hein, on n'avait pas su, on ne savait Mais pas. pas l'heure. Mais pas l'heure, mais pas l'heure. Parce qu'on est en direct, bien sûr, midi passé de 21 minutes pour celles et ceux qui nous voient aussi en replay. On rappelle, il y a l'émission tous les jours en direct de midi à midi 30. On parle évidemment de politique. On va parler de cette campagne présidentielle chaotique et baroque. Mais surtout, voilà, l'actualité en direct, c'est François Fillon, qui devait aller au Salon de l'Agriculture ce matin, qui, à la dernière minute, a annulé sa visite, et pour expliquer les choses, et qui, on attend une conférence de presse qui était prévue pour midi. Il y a du retard. On parle d'une possible mise en examen au horizon du 15 mars. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas Il semblerait effectivement que François Fillon et probablement son épouse soient mis en examen. Maintenant, la question, c'est que décide François Fillon. Enfin, il y a une double question. C'est que décide François Fillon et que décide la droite, parce que... Et François Fillon avait dit qu'il irait, malgré tout, qu'il irait jusqu'au... Il a dit en démocratie, qu'il irait jusqu'au bout. Il avait aussi dit dans sa première intervention à TF1 que la mise en examen était la seule chose qui pourrait le faire renoncer. Donc c'est très délicat de faire des pronostics, d'autant que je pense que le fait que la conférence de presse qui était annoncée à midi soit en retard, et que là on est déjà 20 minutes de retard, montre que la pièce est en l'air et qu'elle n'est pas encore retombée, que ça n'est pas tranché. Je pense, parce que ce sont les confidences d'un certain nombre de très proches de François Fillon, que lui est plutôt enclin à continuer à se battre, à aller jusqu'au bout, mais qu'il y a une énorme pression évidemment de la part des Républicains et du reste de la droite pour le pousser à se retirer en considérant que ce serait une candidature perdue d'avance. Bon, on va y revenir dans quelques instants à François Fillon. On va laisser peut-être le temps de la conférence de presse de démarrer. Mais c'est vrai qu'on est à moins de 2 mois du premier tour. Et le débat d'idées n'a pas commencé. D'ailleurs, preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on parlait des mesures de fond. On parle encore une fois de ce possible retrait de cette conférence de presse de dernière minute de François Fillon. Elle a vraiment commencé cette campagne présidentielle. Elle n'est pas bizarre, elle n'est pas un peu détraquée? Mais les traqués, je ne sais pas, elle est sur un calendrier auquel on n'était pas habitué parce qu'il y a les primaires. Il n'y avait pas les primaires avant. En tout cas, il n'y avait pas des primaires et à gauche et à droite parce qu'elle n'a pas commencé sur le fond. C'est un peu faux quand même. Il y a eu la primaire de la droite qui dure depuis plus de 18 mois maintenant. Mais enfin, la campagne officielle étant entre septembre et novembre, il y a eu quand même déjà un débat de fond. On sait ce qu'est le positionnement de François Fillon. On a suffisamment parlé de ses propositions sur la sécurité sociale ou sur la vision qu'il avait de l'économie et des efforts à demander au pays. On en a quand même parlé. Même chose à gauche. Benoît Hamon, toute la campagne de la primaire de la gauche quasiment s'est jouée sur la question du revenu universel, autour de cette proposition-là qui renvoyait une question en creux qui était celle de réalisme ou irréalisme, et puis avec une question secondaire qui était celle de la laïcité, sur laquelle il y avait un front très clair avec Manuel Valls. Donc si, elle a déjà commencé sur le fond. Mais le débat d'idées, sur vraiment sur l'avenir de la France, les grands sujets, la baisse de la dette, le chômage. Mais pardon, mais moi j'entends Marine Le Pen ou j'entends le Front National qui parle de sortie de l'euro. J'entends des gens qui répondent que non, la sortie de l'euro serait une catastrophe. Non, ne soyons pas paresseux. Bien sûr que si, elle a commencé, elle est perturbée en permanence par les affaires judiciaires notamment, mais elle a commencé sur le fond. Elle a vraiment commencé sur le fond et on voit bien qu'il y a des orientations très claires. Et notamment un clivage nouveau qui est en train d'apparaître et qui se superpose au clivage droite-gauche. On est entre deux mondes. Le vieux clivage droite-gauche n'est pas mort, contrairement à ce que certains semblent croire. Il y a des tas de sujets de société en termes de valeurs sur le latin à l'école, sur la GPA, la PMA, sur les allocations familiales. Il y a des tas de sujets où les tempéraments de gauche et de droite continuent à exister et il y a un nouveau clivage qui est apparu et qui, lui, ne correspond plus au clivage partisan actuel, qui est celui de la mondialisation, l'Europe étant finalement une question subsidiaire à celle de la mondialisation, plus ou moins d'ouverture. Et ce débat-là, il est déjà présent, il est déjà installé, il est là. Et c'est ce débat d'ailleurs qu'on devrait avoir, si on en croit les sondages, en finale, au second tour, parce que nous disent maintenant depuis un petit moment les sondages, c'est qu'on a 2 personnes qui devraient être, donc a priori, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, si rien ne bouge, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Si rien ne bouge, justement, tout est là-dedans. Oui, mais ça fait un petit moment que ces 2-là sont envoyés en finale. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'aujourd'hui, en tout cas. Une semaine maximum. Ça fait un petit moment que. Oui. Ça fait depuis le ralliement de François Bayrou qu'Emmanuel Macron s'est détaché par rapport à François Fillon. C'est vrai, ils étaient au coude à coude, Emmanuel Macron et François Fillon. Mais quand même, si d'aventure on veut en tout cas avoir ces 2-là en finale, ça traduit quoi du message qui est envoyé par les Français de mettre en finale 2 personnes qui n'émanent pas des partis qui nous ont gouvernés depuis 40 ans?
Mais de toute façon, il y a une énorme exaspération vis-à-vis de la classe politique, c'est certain. Enfin, toutes les enquêtes d'opinion, pour le coup, pas celles portant sur les candidats, mais demandant le rapport des Français aux politiques, que pensent-ils de leur corruption notamment? Pensent-ils qu'ils sont courageux? Pensent-ils, enfin bref, sur toutes ces questions-là, on voit bien qu'il y a une énorme défiance qui s'est installée dans le pays depuis très longtemps. Donc ben voilà, oui, effectivement, les partis, je pense, n'ont pas su se renouveler. C'est pas tant qu'ils soient corrompus ou pas qui pose un problème. C'est évidemment un problème quand il y a de la corruption. Mais le fond des choses, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, en quelque sorte, les partis ont cessé de penser le monde. On est resté sur une vision du monde qui est dans les années 90. C'est-à-dire, on n'a pas pris en compte le fait que l'Europe avait changé, que la Russie avait changé, que le retour de la Chine au premier rang des puissances mondiales changeait considérablement la donne. On ne prend pas en compte le fait que la mondialisation se soit à la fois révélée extraordinairement bénéfique pour des millions, des centaines de millions de personnes dans le monde, pour une partie des populations des pays occidentaux, mais qu'elle se soit aussi révélée une relative catastrophe pour les catégories inférieures des pays occidentaux. Et tout ça, personne n'est vraiment capable de fournir une réponse, parce que c'est extrêmement difficile, à vrai dire, de formuler une offre politique qui réponde à ça. Avant, regardez, depuis la révolution industrielle, je pense qu'on vit une période, c'est pas juste la fin des Trente Glorieuses, ou c'est pas à échelle de 30 ans ou de 50 ans, c'est à échelle des 200 dernières années, finalement, que l'enjeu se joue. Depuis la révolution industrielle, il vous suffisait de naître français, allemand, américain, enfin bref, dans un pays occidental, pour que mécaniquement, au cours de votre vie, votre niveau de vie augmente. Et que celui de vos enfants devienne meilleur, et pas seulement votre niveau de vie, aussi votre espérance de vie, vos conditions sanitaires, etc. Maintenant, on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'avant, l'enjeu entre la droite et la gauche, c'était comment se répartit l'augmentation des choses. Maintenant, il y a une partie des populations des pays occidentaux dont le niveau de vie continue à augmenter, une partie qui reste stable, et puis il y a une partie qui chute, mais vraiment qui chute. Nous, on avait travaillé sur Atlantico sur une enquête sociologique énorme qui a été faite au Royaume-Uni, en comparant le destin des gens qui naissaient en 1946 à ceux qui naissent en 2016. Quand vous naissiez en 1946, vous aviez des chances de monter dans l'ascenseur social, et de toute façon, même si vous ne changiez pas de catégorie sociale, les conditions de vie de celle à laquelle vous apparteniez augmentaient de manière phénoménale. Maintenant, non seulement on a quasiment plus de chances de rentrer dans l'ascenseur social, mais en plus, si vous avez la malchance de naître dans une catégorie sociale dont les conditions de vie ne sont pas optimales, probablement, au cours de votre vie, vous allez voir une dégradation de vos conditions de vie, y compris en termes d'espérance de vie, parce qu'il y a deux sociétés qui se mettent à exister. Et en même temps, vous disiez qu'il n'y avait pas d'offre politique face à cette problématique, mais si on parce que c'est très difficile. On se dit que d'un côté, encore une fois, je reviens dans ce duel, pour l'instant, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, il y a deux visions antagoniques. Pour mémoire, en mars 2002, le Front National était donné à la même date, à la même distance de l'élection. Mars 2002, le Front National était donné à 8%. Jean-Marie Le Pen a été qualifié pour le deuxième tour. Donc je crois aux sondages, ils sont une photo exacte de là où en est l'opinion aujourd'hui. Je ne pense pas que la photo dont vous parlez sera nécessairement celle de la finale. Mais ce qui est vrai, c'est que si c'était en tout cas cette finale-là, il y a deux visions très antagoniques de la vision du monde, de la place de la France, quoi, sur l'Europe, sur l'immigration, sur l'économie, sur les finances publiques. D'un côté, il y a le tout libéral ou le tout souverain. Il y a une réponse politique avec des offres très différenciées. Mais bien sûr, mais c'est le clivage mondialisation, stop ou encore, et qui renvoie en plus à une question, pas de lutte des classes, mais c'est un peu ça quand même. On voit bien que l'électorat d'Emmanuel Macron sont plutôt des cadres, sont plutôt les gens bien intégrés dans la société, et ça n'est pas un crime, pas plus que ça n'est un crime de faire partie de catégories moins favorisées et qui ont beaucoup de difficultés économiques ou sociales. Donc effectivement, il y a ce clivage-là. Et moi, je dis, faisons attention dans les pronostics et dans les sondages qu'on fait, parce que n'oubliez pas que dans le Brexit, il y avait quelque chose, vu de France, on ne le voyait pas très bien, mais David Cameron, c'était un aristocrate. C'était pas Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, c'était la fille d'un épicier que la reine ne trouvait pas assez chic. Pour les Britanniques, David Cameron et son gouvernement, c'était un groupe de gens issus des écoles privées britanniques, d'Eton, d'Oxford. Et c'était un cercle d'aristocrates. C'est-à-dire que le vote Brexit, c'est aussi un vote de rébellion sociale, de rébellion contre une catégorie de gens perçus comme ne comprenant plus. Donc vous faites l'analogie avec Emmanuel Macron, si je comprends bien. Avec Emmanuel Macron ou avec François Fillon dans un autre registre, puisque François Fillon, en montrant qu'il n'était pas vraiment capable de se rendre compte de l'impact produit dans l'opinion, non pas tant par les emplois de son épouse ou de ses enfants, mais par le niveau de rémunération de son épouse ou de ses enfants, a aussi un problème sociologique. On voit bien que ce sont des candidats qui sont dont l'entourage est fait d'une très grande uniformité sociologique, des gens qui peinent à comprendre, je pense, ce que vivent les autres Français. Je pense qu'il y a aussi autre chose qui a profondément changé, c'est que Marine Le Pen n'inspire plus la même peur qu'auparavant. Avant, le Front National, dédiabolisé ou pas, restait
le diable. Maintenant, ça n'est plus le cas et je pense clairement qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement prêts à voter Front National, mais dans une configuration qui ne leur convient pas. Si vous êtes un électeur de gauche et que vous avez un choix qui ne vous convient pas, ou réciproquement, si vous êtes un électeur de droite et un deuxième tour où il n'y a aucun candidat qui vous correspond vraiment, le réflexe du Front républicain, je pense qu'il n'existe plus dans le pays à l'heure actuelle ou qu'il existe de manière bien plus faible que ce qui existait précisément en 2012. Parce que l'entreprise de dédiabolisation a fonctionné. Pas seulement, je pense. Donc il n'y a plus de vote caché alors. Donc il n'y a plus de vote caché. Quelque part. Après, ça reste à voir, puisque précisément, c'est très difficile d'analyser ce qui est. Je pense qu'on est dans une période où ça se joue beaucoup à l'affect et à l'émotionnel. Et donc, on va voir y aura-t-il d'autres événements dans la campagne, soit sur le plan judiciaire, soit sur le terrain d'émeutes, soit sur le terrain d'attentats. Il peut y avoir, ou sur le front international, il peut y avoir énormément d'événements qui changent la perception des choses. Et regardez Donald Trump, vous en parliez tout à l'heure au début de l'émission, Donald Trump qui a fait une campagne très disruptive et qui finalement semble vouloir rentrer dans des habits un peu plus raisonnable. Je pense qu'il y a une partie des gens qui peuvent se dire mais finalement Marine Le Pen élue, on ne le souhaite pas, mais ça pourrait ressembler à un Donald Trump, les contrepoids de la démocratie fonctionnent, ou dans un autre registre, à Alexis Tsipras, il se fait élire sur un programme très radical, mais il est incapable de l'appliquer, parce que de toute façon, elle serait bien en peine de former un gouvernement, et surtout, elle aurait toutes les difficultés du monde à avoir une majorité. Et donc je pense qu'il y a des gens, la tentation de la stratégie du chaos existe. Et je vais vous dire, et autre chose, je vous parlais d'émotionnel, je pense même le désir latent de catastrophe existe. Vous savez, comme on a tous quelque chose d'un peu obscur, ou quand on vous annonce qu'il y a eu un tremblement de terre, un tsunami, d'attendre des chiffres de morts extravagants, parce que c'est un truc psychologique, très bien répertorié par les psychiatres. Et quand on ne voit plus en politique où va l'avenir, la tentation de la destruction, pour voir ce qui pourrait en ressortir, existe vraiment. Et ça a vraiment changé. C'est pour ça que les sondages de deuxième tour, les projections actuelles sur un affrontement entre Marine Le Pen et un autre candidat, ou peut-être Emmanuel Macron en particulier, je ne vous dis pas qu'ils ne veulent rien dire, ils veulent dire là où en est l'opinion aujourd'hui. Mais c'est dans 2 mois. Bon, d'autant que 50% des électeurs annoncent aujourd'hui qu'ils ne savent pas pour qui ils vont voter. Ça baisse un peu, et surtout, il y a 40% d'abstention pour le premier tour, ce qui est une énorme réserve de voix. C'est-à-dire que normalement, dans l'élection présidentielle française, on est plutôt sur des participations... 80. Voilà, ou à 75 au premier tour. Là, on est sur 40% d'abstention, donc 60% de participation. Ça fait plusieurs millions d'électeurs qui peuvent décider dans un sens ou dans un autre. Et vous savez, tout se joue sur les différentiels de mobilisation. Il n'y a pas forcément des gens qui basculent, qui un jour se disent « Tiens, je vais voter pour Emmanuel Macron », le lendemain, ils se diraient « Tiens, je vais voter pour Marine Le Pen ». Les gens ne sont pas des girouettes comme ça. Il y a des gens qui, alternativement, hésitent entre l'abstention et leur candidat, et qui parfois, quand ils ne sont plus convaincus par leur candidat, restent dans l'abstention, ou alors, effectivement, qui peuvent décider de manière active ou moins active en restant chez eux, que finalement, le Front National, on verrait bien ce que ça donnerait. Alors, midi passé de 34 minutes en direct sur Boursorama. Si je regarde mon téléphone, et vous aussi, en tout cas, ce n'est pas pour être mal élevé, c'est parce qu'effectivement, on vient d'apprendre que la conférence de presse de François Fillon vient de démarrer. On a vu juste, il y a quelques instants, Emmanuel Macron. Vous l'avez dit, il a grappillé quelques points dans les sondages depuis le ralliement de François Bayrou. Est-ce qu'elle est plus fragile, sa candidature, qu'elle n'en a l'air? Même si aujourd'hui, il est à 24-25% dans les intentions de vote, 5 points, 4-5 points au-dessus. Je pense qu'elle est relativement fragile. Friable, fragile. Fragile, pas forcément pour les gaffes qu'il a pu faire ces derniers temps, mais parce que c'est difficile de construire un mouvement politique dans un pays. C'est difficile d'avoir les réseaux de militants. Il suffit pas. Les mouvements citoyens en tous. Mais regardez, avant Emmanuel Macron, il y avait eu Nous Citoyens. Il y en a eu des tas de mouvements citoyens. C'est difficile de confirmer ça. Et surtout, Emmanuel Macron, comme je vous disais, dans un affrontement avec Marine Le Pen, ça va être le clivage très clair, mondialisation, stop ou encore. Et quand on le prend, on a fait des sondages sur Atlantico, sur des clivages idéologiques, c'est-à-dire pas en demandant aux gens est-ce que vous êtes convaincus par bidule ou machin, mais simplement sur tel ou tel item en matière de sécurité, d'ouverture des frontières, d'Europe, etc. Ça n'est pas du tout à l'avantage d'Emmanuel Macron. Donc après, dans quel ordre C'est plutôt de l'ordre 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers de gens qui souhaitent plus d'ouverture et 2 tiers de gens qui considèrent que non, ça suffit. On a été trop naïfs dans notre manière de gérer la mondialisation et peut-être aussi dans la manière dont l'Europe l'a gérée, notamment en matière de libre-échange. Après, ça ne veut pas dire que ce serait ce rapport-là au final, puisque ce qu'est Marine Le Pen, qu'incarne toujours le Front National, les gens qui sont dans son entourage, on voit bien qu'il y a quand même la dédiabolisation, elle n'a pas produit un résultat pur et parfait. Ça n'est pas une candidate comme les autres, ça n'est pas encore tout à fait une candidate.
une candidate comme les autres, donc ça se rééquilibrerait probablement, je pense qu'il y aurait vraisemblablement pas mal d'abstention. Avant de reparler de François Fillon, qui manifestement ne jette pas l'éponge et qui poursuit sa campagne, juste un petit mot juste sur Marine Le Pen, parce que le Front National semble un petit peu rétro-pédaler après c'était hier son directeur de campagne David Rachlin sur France Inter, après cette sortie de Marine Le Pen sur ces menaces. Je pense que c'était une vraie faute, une vraie faute politique. C'est-à-dire que Marine Le Pen, précisément… À l'égard des fonctionnaires et des magistrats. Et pour le coup, il y a eu un tollé, notamment des syndicats de la magistrature, des syndicats de policiers. C'était la ligne rouge, à la franchise. Qui pour partie sont des catégories, en tout cas chez les policiers, qui étaient prêts à voter assez largement pour Marine Le Pen. Donc je pense que oui, c'est une vraie faute politique. Je ne parle même pas de faute morale, ça va sans dire. Menacer des fonctionnaires d'épuration en quelque sorte si elle arrivait au pouvoir, pour le coup pas même pas républicain du tout, mais surtout en termes d'efficacité électorale, c'est revenir sur cette espèce d'acquis dont on parlait à l'instant, qui est qu'elle fait moins peur. Et donc là, c'est un coup de couteau dans son nouveau statut. Je pense qu'elle a tout intérêt à revenir. Jouer la rébellion, c'est une chose. Se poser en victime du système, c'est une chose. La menace, c'en est une autre. Bon, elle a franchi ligne rouge pour le coup, là. Elle a franchi une ligne rouge, oui, je pense que ça peut lui coûter un peu, mais cela dit, on est à 2 mois de l'élection. Je pense que l'épisode aura été oublié dans 2 mois. Bon, c'est confirmé. Donc François Fillon ne jette pas l'éponge. Il poursuit sa campagne. Il parle d'un assassinat politique. Ça va être compliqué maintenant, encore plus compliqué de faire campagne maintenant qu'on évoque de possibles mises en examen aux alentours de la mi-mars. Je ne sais pas quelles sont vos informations à ce sujet. Mais je pense que c'est la question. François Fillon a pris sa décision. Maintenant, la droite en a une très claire à prendre. Il faut qu'ils se décident. Soit ils le soutiennent à fond, tous, soit ils le débranchent maintenant. Ils se débrouillent pour trouver un moyen, même si les moyens juridiques n'existent pas en tant que tels, pour défaire le résultat de la primaire. Mais les Républicains pourraient très bien décider de dire écoutez, les candidats, nous décidons que les candidats républicains ne seront pas dans une majorité présidentielle éventuelle aux côtés de François Fillon. Enfin, ce qui est terrible, c'est qu'il se met dans une situation, ce qui s'est passé depuis un mois maintenant, c'est qu'il se met dans une situation de perdant-perdant. Il y a 2 catégories d'électeurs à droite. Il y a des gens qui pensent que c'est injuste ce que subit François Fillon, ou alors qui ne sont pas très convaincus par ses arguments, mais qui souhaitent sa victoire, quoi qu'il en soit, indépendamment du destin de l'homme. Ils veulent de ce programme politique-là. C'est son socle de 18-20% au premier tour. Parce que c'est le socle de base de la droite, effectivement. Donc il y a cet électorat qui veut de la victoire, et puis il y a un autre électorat qui considère que politiquement ou moralement, une candidature de François Fillon n'est plus souhaitable, qui ne pourrait plus, le cas échéant, même élu, avoir la légitimité suffisante pour gagner. Mais il faut que la droite se décide, parce qu'en étant dans l'entre-deux, d'une certaine manière, elle va cumuler les inconvénients, elle sera sur du perdant-perdant, parce qu'il y aura ceux, si François Fillon perd, qui voulaient de la victoire, qui diront « mais pourquoi n'avez-vous pas soutenu, c'est de votre faute si on a perdu ?» Et puis, dans l'autre sens, si elle ne le débranche pas, il y aura les autres qui disent « qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas imposé un candidat ?» Mais qui a la légitimité pour débrancher, en compte à François Fillon, qui a été élu avec plus de… Mais la politique, c'est fait de rapports de force. 4 millions la politique, c'est fait de rapports de force. Enfin, ça a toujours été fait il va aller au bout, il l'a dit, il va aller au bout, sauf si… Mais je pense que malheureusement, on est dans une espèce peut-être là, se donne-t-il encore… J'ai eu des gens ce matin qui expliquaient justement, on pense que ça peut durer encore quelques jours, que d'une certaine manière, les campagnes étant extrêmement redoutables de nos jours, c'est préserver celui qui lui succéderait de lui éviter 10 jours de campagne. Voilà, tout ce genre de réflexion-là existe. Moi, je pense en tout cas que c'est une situation tragique pour la droite si elle n'est pas capable de se décider une fois pour toutes. Soit ils sont à fond derrière lui, mais vraiment à fond, et il pallie le fait qu'il soit lui-même un peu en difficulté pour faire campagne, c'est-à-dire qu'eux-mêmes montent au créneau, y compris Alain Juppé, y compris Nicolas Sarkozy, tous les poids lourds, soit ils décident que vraiment ça n'est pas possible et ils trouvent une alternative maintenant. Sauf qu'encore une fois, si on le prend au mot, on a le droit de le prendre. Mais manifestement, ça n'est pas ce qui s'est passé ce matin, donc je pense qu'on est parti pour rester dans cet entre-deux catastrophique. On va rester donc dans cet entre-deux. On voit bien. Au moins François Fillon devait aller au salon de l'agriculture. Au moins quelques jours de plus. Au moins quelques jours de plus. Parce qu'elle est chaotique sa campagne. On sait qu'il c'est compliqué pour lui de faire un déplacement. Il faut l'isoler un peu des Français, du public. Et puis là, ce matin, il était annoncé au salon de l'agriculture pour finalement ne pas y aller. Une conférence de presse où on a dit personne ne peut imaginer que sa candidature est dans une situation optimale. Maintenant, je pense que pour être élu, peu importe qu'il y ait des militants qui viennent taper sur des casseroles quand ce sont des militants du Front de gauche. Le problème, c'est quand votre propre électorat ne croit plus en vous. Et là, on est dans un entre-deux. C'est tout le drame. C'est que si les sondages avaient tranché clairement et que François Fillon était tombé à 15, vraiment, il y avait 10 points derrière Emmanuel Macron,
il n'y aurait plus d'enjeu. Parce que quelle que soit la réalité juridique, il y aurait un coup de force politique disant il ne peut plus être candidat, on impose un autre candidat. Là, on est dans l'entre-deux et en quelque sorte. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de plan B. Encore une fois, s'il y avait eu un plan B, peut-être ce serait plus facile. Encore une fois, qui a envie d'y aller entre Juppé, Bayrou, tous, aucun? Mais, je vais vous dire, d'une certaine manière, François Bayrou doit pousser un léger ouf de soulagement en entendant François Fillon décider d'y aller, parce que sinon, le plan B le plus évident est quand même évidemment Alain Juppé. Probablement dans une configuration où il ferait un ticket avec, je ne sais pas qui, quelqu'un comme Bruno Retailleau par exemple, qui incarnerait le fillonisme quand même à ses côtés, parce qu'à la primaire, les gens n'ont pas juste choisi un homme, ils ont choisi une offre une ligne politique ouais. Qui n'était pas celle de l'identité heureuse, qui a été beaucoup associée à Alain Juppé. Donc il serait de toute façon mécaniquement obligé de donner des gages en quelque sorte à l'électorat naturel qui était celui de François Fillon. De toute façon, ce serait compliqué. Et puis on voit bien que les sarkozystes n'ont pas très envie non plus que ce soit les juppéistes qui remettent la main sur la droite. Mais c'est pour ça que de cet imbroglio, de cette absence de consensus sur un plan B, tout ça plaide pour qu'il continue, François Fillon, comme il l'a dit, je continue. Mais je veux dire, d'une certaine manière, s'il arrive à aller au bout de cette campagne et surtout à être élu, il aura vraisemblablement une force renouvelée parce qu'il aura échappé à tellement de danger qui sera en situation de dire aux gens, écoutez, maintenant ça suffit parce que les Français ont tranché très clairement. Ils n'ont pas voulu entendre tous les arguments qui allaient contre moi, y compris sur son programme, parce que ce qu'une partie de la droite lui reproche, ce n'est pas que les révélations qui ont été faites sur son nom, c'est aussi un positionnement politique qui ne les convainc pas. S'il arrive au terme de cette campagne complètement folle, s'il arrivait à gagner malgré tout, je pense qu'il pourrait retrouver... Mais après, tout va dépendre de... Le problème, je vais vous dire, c'est que c'est jouable. C'est jouable si François Fillon avait un caractère plus extroverti, c'est jouable s'il avait un caractère plus à la Bernard Tapie, à la Nicolas Sarkozy, à la Silvio Berlusconi. Si dès le début il avait dit arrêtez de m'emmerder, et ça n'est jamais que des emplois de collaborateurs comme il en existe des dizaines d'autres au Parlement, et en ne cherchant pas à rester enfermé dans son image de monsieur propre, parce que vouloir continuer à jouer le monsieur propre accusé injustement, c'était renoncer à la posture de rébellion qui peut pourtant correspondre à la demande d'une partie de l'électorat à droite. Vous savez, ce qui l'emporte le plus malgré tout dans toutes les familles politiques, c'est le rejet du système. Le rejet du système, et du système au sens des politiques menées aussi bien par la gauche que par la droite depuis 30 ans. Donc celui qui arrive à montrer, mais regardez, je suis capable de tenir tête à la pression de l'administration française, à la pression de la technostructure française, il pourrait balayer, à la pression justement, il européenne, celui-là, il aurait un capital politique énorme. Bon, on finit là-dessus. Oui, juste un mot. Samedi, il devait annoncer son nouveau programme présidentiel. Là, encore une fois, c'est parasité par les affaires. Comment être audible s'il continue, puis qu'il ne jette pas l'éponge, il l'a affirmé, François Fillon. Mais là, il en va de la responsabilité des médias aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, si c'est le candidat de la droite, il faudra bien que les médias aussi continuent à parler des affaires, continuent à parler du rythme qu'elle travaille la justice, mais passe aussi, parce que je vais vous dire, c'est quand même beaucoup plus facile de passer son temps sur les plateaux de télévision à faire des commentaires sur est-il ou n'est-il pas empêché, plutôt que de creuser, plutôt que d'avoir travaillé un peu le fond des choses et d'avoir quelques idées sur les chiffres de son programme en matière économique, et pas seulement en matière économique, parce qu'un programme présidentiel, ça va évidemment sur des tas de sujets différents. Il y a, j'ai l'impression, je vais être un peu méchant, pas tant de journalistes que ça qui s'intéressent au fond, c'est plus facile d'être dans le commentaire superficiel. Ah, nous, de notre côté, on a souvent fait des émissions sur le programme des uns et des autres, je ne parlais pas où de on vous. vous a notamment invité. Mais la de fainéantise, parfois, ça arrive aussi. Bon, merci à vous. Jean-Sébastien Ferjou, merci pour ces commentaires en direct sur Boursorama, directeur de publication du site Atlantico. Merci. Au revoir.